Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un documentaire qui a été projeté l'année dernière, le 29 juin 2022 pour être plus précis, qui est sorti en salle le 29 juin. Il a été au Festival de Cannes aussi. C'est un documentaire assez important, fondamental, qui s'appelle Cahier noir au pluriel. Et c'est un documentaire réalisé par... alors réalisé, c'est un mot... on va en parler de ça, de ce mot-là peut-être. En tout cas, dans ce documentaire, il y a beaucoup de Ronit Elkabetz et bien évidemment de Shlomi Elkabetz. C'est un documentaire divisé en deux parties. La première partie s'appelle Viviane, seconde partie Ronit. Et pour parler de tout ça, eh bien, Roland Hélier, auteur et critique de cinéma pour les Fiches du cinéma. D'ailleurs, je salue toute l'équipe, ainsi que Nicolas Marcadet, sans qui cette émission n'aurait pas lieu, et qui a accepté de venir pour nous en parler. Je vais vous poser une simple petite question godardienne. Comment allez-vous ? Eh bien, plutôt bien, après un rhume, disons, un gros rhume, voilà. Plutôt bien, oui. Et bon, je suis très content de parler de ce film, de ces deux documentaires. De ces deux documentaires. Je vais vous poser une question un peu peut-être de l'ordre de l'émotion, mais tant pis parce que le film nous y invite beaucoup. Et je pense que le film pose aussi cette question. Comment faire aujourd'hui pour vivre dans un monde de cinéma sans la présence de Ronit Elkabetz qui n'est plus là, qui est décédée en 2016 des suites d'un cancer. Elle avait 51 ans. Comment on fait pour vivre dans ce monde de cinéma sans elle ? C'est étrange parce que vraiment, on peut dire qu'elle a disparu de manière prématurée à l'âge de 51 ans. Et avec son frère, on sent que, bon, ils ont fait cette trilogie à laquelle, trilogie, donc Prendre femme, Les 7 jours, puis le procès de Viviane Amsalem. Et c'est une trilogie à laquelle Ronit tenait beaucoup. C'est elle qui est allée voir son frère en disant « Je veux faire 3 films ». Mais néanmoins, on attendait la suite parce que cette trilogie est en bien des points, elle est très remarquable. Et quand Ronit a disparu, ils étaient en train de préparer un 4e film, donc cette fois-ci très vraisemblablement axé sur autre chose que la vie familiale et la vie de leurs parents, puisqu'on parle d'une fratrie, hein. Ronit et Shlomi sont frères et sœurs, ils sont nés à 8 ans d'écart. Ce sont des cinéastes israéliens d'origine marocaine, dont la famille a émigré en Israël en 1963. Et Ronit, elle, est née 1 an après, en 64. Ah, voilà. Et donc, enfin, moi qui les aimais beaucoup tous les deux, j'attendais ce 4e film avec beaucoup d'intérêt. Pour plusieurs raisons. Enfin, on peut parler de choses un peu personnelles, c'est pas grave. D'abord, il y a une époque, pour tout un tas de raisons, j'ai pas réussi à mettre ce projet sur pied, mais ça fait extrêmement longtemps que je m'intéresse aux films réalisés par des acteurs. Et à un moment, j'avais même envisagé de créer un festival dédié aux films réalisés par des acteurs, parce que depuis le début du cinéma, les acteurs sont régulièrement amenés à passer derrière la caméra et à faire des films. Et parfois, ils font les plus beaux films du monde. Voilà. Et donc, je trouve que oui, cette fratrie, appelons ça une fratrie, enfin ce duo,
avait réalisé un premier cycle extrêmement prometteur pour la suite. Voilà. Je m'égare peut-être. Non, non, du tout, mais qu'est-ce qui fait que, déjà, ces trois films-là, Prendre femme, qui a été réalisé en 2004, Les 7 jours en 2008, et Le procès de Viviane Amsalem en 2014, les trois films tournent autour d'un personnage féminin important qui s'appelle Viviane Amsalem, et avec autour de son mari, ses enfants, Israël, la société israélienne. Qu'est-ce qui fait que ces trois films-là sont importants, déjà à vos yeux, mais aussi qui ont marqué peut-être quelque chose pas forcément dans l'histoire du cinéma israélien, mais dans l'histoire du cinéma? Qu'est-ce qui fait que ces trois films sont assez importants? Alors, ils sont importants, à mon sens, pour une première raison, c'est que ce sont trois films qui ont été dictés par un désir de revenir sur l'histoire de la famille. Il y a une dimension biographique très, très importante. J'ajoute que ce sont des fictions. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire, hein, on parle de Cahiers noirs, mais la trilogie, ce sont des fictions et qui néanmoins revisitent avec, comment dirais-je, avec beaucoup de mordant la vie des parents de Ronit et Shlomi. C'était un couple, c'est un couple qui était extrêmement en difficulté. Mais l'intérêt, c'est pas seulement la dimension biographique, c'est que à aucun moment ils ne se sont laissés happer par la dimension personnelle de ce projet. Ils en ont toujours fait avec une très grande rigueur un objet de cinéma avec une mise en scène absolument remarquable, des choix graphiques, esthétiques absolument clairs et pensés. Vraiment, ce sont des gens qui n'ont pas filmé un peu comment je pourrais dire, un peu guidés par leurs émotions. Non, ce sont absolument des cinéastes. Et les trois films posent des questions de mise en scène, chacun à sa manière, qui sont tout à fait passionnantes à observer. Alors, on n'est pas obligé d'avoir vu ces trois films pour découvrir le documentaire Cahiers noirs, Non. mais pour vous et moi, qui avons vu les 4 films, donc, quand on regarde, selon vous, Cahiers noirs, quand on découvre Cahiers noirs, qui est un film qui est divisé en 2 parties, est-ce que ça nous donne aussi comment je pourrais dire ça, une espèce d'éclairage ou des pistes pour mieux comprendre les 3 films de fiction qu'ils ont fait ensemble, Shlomi et Ronit? Oui. Oui, votre question me prend un peu au dépourvu, mais oui, je pense que ça éclaire un certain nombre de choses et peut-être qu'en même temps, ça en opacifie d'autres. Ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est pas plus mal. Ce que ça clarifie, je vais essayer de le dire, ce que ça clarifie, c'est par exemple les difficultés réelles qu'ont connues vraiment le père et la mère de Ronit et Shlomi. Voilà, ça éclaire absolument l'impasse absolument terrifiante d'une certaine manière dans laquelle ce couple s'est trouvé bloqué et empêché. Et par contre, je pense que ce que ça opacifie, c'est peut-être pas le mot, mais là où ça vient
brouiller probablement les frontières, c'est les limites entre le réel et l'imaginaire, entre le réel et le cinéma, entre la personne réelle des parents, de la mère, du père, et Viviane, et Ronit. Tout ça est un... Il y a une chose qui me frappe beaucoup dans les Cahiers noirs, par exemple, je vais essayer d'être clair. Les Cahiers noirs, c'est 2 films. Vous l'avez dit, c'est 2 films. Le premier s'appelle Viviane, c'est-à-dire le personnage inspiré par la mère de Ronit, et le second, c'est Ronit. Et ces 2 films, ces 2 parties d'un même documentaire, d'une certaine manière, elles sont indémêlables l'une de l'autre. Il y a le premier volet, le deuxième volet, mais dans le fond, elles s'enrichissent sans arrêt. Il y a une espèce de quelque chose autour du nombre 2 dans toute cette histoire qui est assez impressionnante. Il y a la même chose entre Ronit et Shlomi, qui constitue un duo absolument... Je ne connais pas d'équivalent. Il y a cette même chose également entre le père et la mère, entre Myriam Elkabetz et Eliaou Elkabetz. Et entre le réel et la fiction, etc., tout ça me fait penser à une réflexion d'un écrivain japonais qui s'appelait Tanizaki, et qui, à propos du fond et de la forme, avait eu cette formule assez extraordinaire. Il avait dit, le fond et la forme, ni un ni deux. Et je trouve que là, on a un peu quelque chose de cet ordre. Le Cahier noir, ni un ni deux. Ronit et Shlomi, ni un ni deux. Les parents, ni un ni deux. Tellement, et tous, le réel et la fiction, ni un ni deux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Et c'est ça que le documentaire peut-être floute. Voilà. Peut-être qu'il floute, c'est la frontière. Voilà. La frontière entre Viviane et Ronit, par exemple. De la même... Il y a non seulement les 2 volets du documentaire, mais Ronit a passé une partie incroyable de sa vie à incarner Viviane, sa mère donc. Tout ça crée une chose très obscure, un peu obscure et assez profonde en même temps, assez vertigineuse. Et il faut préciser pour ceux qui n'auraient pas vu le film, en plus, le Cahier noir, les 2 volets de Cahier noir, il y a dans la musique du documentaire, des 2 documentaires, Shlomi a mis à contribution Bernard Herrmann, le très grand compositeur de musique de film, d'Hitchcock, etc. Et évidemment, ça met la puce à l'oreille. Pourquoi un documentaire contemporain, absolument d'aujourd'hui, irait travailler du côté de Bernard Herrmann, d'Hitchcock, etc. Et avec cette histoire de 2 dont je parle, évidemment, on pense à Vertigo. Avec Madeleine et Judy, etc., cette relation extrêmement trouble entre ces liens très obscurs, très mystérieux entre 2 personnes. Et c'est une des choses, par exemple, qui me font penser que Cahier noir et les films avant ont été extrêmement réfléchis, pesés, mesurés sur les attendus intellectuels et esthétiques de toute cette affaire. Alors, il faut dire que Cahier noir est un film... on va peut-être être d'accord sur ça, c'est se dire que c'est un film. Est-ce que c'est un documentaire, c'est une fiction? C'est un film en tout cas. C'est un film en tout cas. Et un grand film. Et un grand film, parce que je pense notamment à cette séquence dans la première partie où
Ronit, Shlomi et un de leurs amis écoutent avec attention les retours des critiques de cinéma du Masque et la Plume sur Prendre Femme. Et là, on voit Ronit Elkabetz en train de vivre et d'incarner, de jouer. Et c'est ça qui est très très beau. Donc les deux films, dans ces deux films, il y a donc des images d'archives. On s'aperçoit qu'il filmait depuis plus de 20 ans, Shlomi. Et des images d'archives, des images aussi du présent, c'est-à-dire filmant ses parents. D'ailleurs, je les trouve beaucoup plus drôles que dans les films. Hein. Ça, c'est une parenthèse que peut-être on va refermer, je sais pas. Mais bon, il y a ça, puis il y a aussi, ça c'est très important, des moments de tournage des films, dont un moment assez poignant, c'est dans la deuxième partie, si je me trompe pas, c'est cette séquence très forte du procès du Viviane Amsalem. En plus de cela, c'est là qu'elle apprend au même moment que les résultats de... Enfin, il y a comme ça quelque chose d'assez terrible et beau en même temps. Et j'aurais bien voulu que vous nous en parliez de ça, de cette construction-là. Est-ce que cette construction voulue par Shlomi, donc ce travail de montage, est-ce qu'on peut dire que c'est un élément fondamental de ces deux films, si tant est ça vous a interpellé, si c'est ça qui vous a interpellé? Oui, on ne peut pas ne pas observer, par exemple, que c'est une des toutes premières séquences du premier volet. Ça commence par un état des lieux. Oui. Il y a un état des lieux de l'appartement parisien, etc. Et je serais prêt à jurer sur ma tête que c'est pas anodin et que pour faire ce travail, il est vraisemblable que Shlomi ait fait l'état des lieux de toute cette matière filmique accumulée au long des années et qu'il a dû naturellement là-dedans écrire un film. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je pense que il y a la monteuse du film est créditée à la coécriture du scénario. Elle a coécrit le scénario en montant le film. C'est vraiment un film de montage et qui a trouvé son écriture au montage, je suppose. Après, Shlomi, je l'ai découvert à cette occasion, fait partie de ces rares cinéastes, j'en sais rien, de ces cinéastes en tout cas, qui filment continuellement. Ça me faisait penser par exemple à Dominique Cabrera, qui elle-même filme énormément les réunions de famille, les mariages, voilà. Et qui en a d'ailleurs tiré elle aussi un documentaire d'une autre nature, mais un très beau film qui s'appelait Grandir. Et puis, il y a des choses assez... Par exemple, dans le générique d'ouverture du premier volet, Viviane Amsalem est créditée au générique. C'est un personnage qui est filmé, mais elle est créditée alors qu'elle n'existe pas. Enfin, elle n'existe pas. Elle est entièrement du côté de la fiction. Ce nom de Viviane Amsalem est absolument fictionnelle, mais néanmoins, elle est créditée au générique d'ouverture Et j'oublie votre question. Non, en fait, c'était pour... est-ce que la construction du film devenait finalement un élément fondamental? Ce rapport au montage, cette façon de monter, d'entremêler les images d'archives, les images familiales, mais aussi et surtout des extraits de films, des moments où l'on voit ces extraits de films, c'est-à-dire qu'on est dans une salle de cinéma et on les voit, mais aussi, exactement, mais aussi des séquences de tournage. Ça oui, aussi. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment un travail d'écriture absolument formidable où effectivement, comment je pourrais le dire simplement pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, on voit par exemple un extrait de film de Prendre Femme, etc. Et
on change de régime d'image, c'est-à-dire que tout d'un coup, on passe dans le documentaire, vraiment, mais il y a avec un effet de raccord, comme si on essayait de raccorder deux plans ensemble dans un même récit, dans une même fiction. Mais là, on le fait entre la fiction et le réel, et c'est très beau à voir, hein. Honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était très beau. Bah écoutez, si je suis là en face de vous, c'est que je trouve ça extrêmement beau. Une question, peut-être pas forcément de l'ordre de la critique de cinéma, là, pour le coup, c'est pas grave. Parfois, on peut se le permettre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui a fait, selon vous, que Shlomi El-Kabetz ait eu besoin, je sais pas si on peut dire le désir, on va dire le besoin d'aller jusqu'au bout euh, de ce personnage qui, en plus de cela, n'est pas un personnage parce que c'est aussi une véritable actrice, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de montrer même Ronit El-Kabetz luttant contre cette maladie, voilà, avec les répercussions de la maladie sur son corps. Et d'ailleurs, c'est très troublant parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'elle continue encore de jouer, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est dans un autre personnage. Enfin, c'est un film qui est très émouvant, très poignant, très dur, très terrible et en même temps très troublant aussi. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce, selon vous, qui fait qu'on va jusqu'au bout? Il va jusqu'au bout, comme si, c'est comme si il fallait, comme si ce documentaire était pas qu'un hommage, mais la possibilité d'inscrire fondamentalement et drastiquement, une bonne fois pour toutes, Ronit El-Kabetz dans le cinéma. Il y a tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce que c'était pour un cinéphile d'avoir maintenant, d'être orphelin, si je puis dire, de Ronit El-Kabetz. Je crois que ce qui se joue dans Cahiers Noirs, c'est très précisément le contraire, c'est-à-dire qu'elle est là pour toujours. Et Ronit qui a incarné dans ces trois films, dans cette trilogie, qui a incarné sa mère, son dernier rôle dans Cahiers Noirs, c'est elle. C'est elle-même. Ronit joue non plus Viviane, mais elle joue Ronit. C'est comme si je suppose qu'une actrice endosse un personnage ou un acteur endosse un personnage, tout d'un coup, il en épouse, il en fait les tourments, il en fait sien les tourments, etc. Donc ça, c'est un processus bien connu. Et là, peut-être qu'on est sur au contraire, la sortie. Elle quitte le personnage qu'elle a incarné pendant quand même, comme je le disais tout à l'heure, assez longtemps, pour jouer elle-même son dernier rôle, hélas. Mais oui, c'est ça que je dirais peut-être. Cette absence, elle est à la fois, pardon, elle est à la fois triste parce que c'est une tragédienne remarquable, hein. Il y a quelque chose d'une antiquité de Méditerranée chez Ronit. Il y a un sens du tragique, presque doloriste à certains moments, etc. Bien qu'elle soit capable de comédie, tout à fait, hein. Mais elle est quand même incroyablement drôle. Il y a plein de séquences où elle, dans Cahiers Noirs, où elle est très drôle. Mais c'était une actrice assez étonnante. Quelques mois avant, à peine, hein, si mes souvenirs sont bons, quelques mois à peine avant Prendre Femme, on avait vu un film israélien qui avait fait sensation au Festival de Cannes, enfin qui avait été très remarqué en tout cas, qui s'appelait Mon Trésor. Et où elle jouait une prostituée et beaucoup avec sa fille, la fille de la prostituée. Et dans les tout premiers plans de Mon Trésor,
on suit la gamine, c'est-à-dire la fille de Ronit, et on voit Ronit assez loin dans le champ. Et tout d'un coup, Ronit se lève, et encore une fois, on la voit de loin, mais même à une telle distance, on est assez interloqué et saisi par sa puissance de présence. Même à distance, comme ça, vraiment dans la profondeur du champ, on sent je sais pas, tout le monde parle d'énergie aujourd'hui, mais pour le coup, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, une puissance de présence très, très surprenante. Quand on voit les 3 films de fiction, Prendre femme, Les 7 jours, Le procès de Viviane Amsalem, il y a plein de choses à dire sur ces films. Moi, je vais prendre un petit élément, un petit détail comme ça. C'est la coupe de cheveux, la fameuse coupe de cheveux de Viviane Amsalem. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle travaille dans ce milieu-là, ce personnage-là en tout cas. Ouais. Et à chaque fois, dans Prendre femme, la coupe de cheveux change constamment au gré de ses humeurs. Après, dans le procès aussi, pareil. Ouais, c'est pas exactement la coupe, c'est pas la coupe, la chevelure, la manière chevelure, dont oui. elle est rangée, voilà. C'est ça, exactement. Pardonnez, merci. Eh bien, dans le Cahier noir, c'est dur ce que je vais dire, mais en même temps, on ne peut pas ne pas y penser. Je n'arrête pas je vois tout le temps Viviane Amsalem dans ce film. C'est qu'à un moment, dans la seconde partie, dans la partie intitulée Ronit, qui est la partie qui est moins solaire en tout cas que dans Viviane, c'est beaucoup plus dur parce que là, pour le coup, on la suit jusqu'à la fin de sa vie, donc avec ce cancer qui la bouffe constamment, et donc effectivement elle n'a plus de cheveux, et il y a ça, il y a ce détail là, et c'est assez impressionnant. Ce documentaire est assez impressionnant parce que constamment on a d'autres images qui sont hors champ, mais c'est les images de fiction, et très souvent le spectateur qui a vu les 3 films de fiction, enfin il y a une espèce de, c'est très complexe. Parce qu'on se fait un autre montage, en fait. On fait un montage dans lequel on réunit les images de la fiction avec ce que l'on voit du documentaire. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, à être clair, mais c'est très complexe quand on réceptionne tout ça. Oui, oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, enfin, comment dire, on peut dire que vraiment la deuxième partie des Cahiers noirs, la partie intitulée Ronit, est vraiment concentrée sur le tournage du procès de Viviane Amsalem. Et c'est un document extraordinaire sur leur méthode de travail, sur la relation qu'ils entretiennent avec les acteurs, etc. On y apprend, c'est quand même ça raconte quelque chose. Par exemple, on apprend que même quand les acteurs n'avaient rien à faire de la journée, n'avaient rien à tourner, qu'ils n'allaient pas être filmés, ils venaient quand même sur le plateau. C'est pas ordinaire, hein, oui, la question de cette maladie. Enfin, il faut peut-être aussi dire aux personnes qui n'ont pas vu les Cahiers noirs que c'est absolument pas de films qui sont larmoyants sur la disparition d'une actrice, d'une sœur, etc. Ça reste là encore. Shlomi, il s'est pas du tout laissé gagner par ses propres affects, sa tristesse probable, évidente, etc. Il ne perd jamais de vue qu'il fait un film du cinéma. Et c'est très, très impressionnant de ce point de vue-là. Je trouve que c'est vraiment un objet de film. C'est pas du tout un épanchement, c'est un objet de cinéma pur, enfin, parfait. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas du tout dépassé par le chagrin, l'absence, etc. C'est absolument... Mais ça reste
ça reste un cinéaste, même dans ces circonstances. D'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que quand on voit ces deux films-là, on voit aussi lui évoluer dans sa manière de mettre en scène. C'est très troublant. Déjà, ne serait-ce que par les changements de caméra. Bon, ça, c'est autre chose, c'est un aspect technique, certes, mais aussi dans cette... Mais il y a toujours cette question où je place ma caméra, d'où je filme, comment filmer un point de vue, et ça évolue. Et ça, on le sent que ça évolue. Oui, par exemple, moi, une chose, c'est bête, hein, mais une chose qui m'a surprise, le premier plan le premier crédit du générique de fin, c'est le nombre absolument invraisemblable de caméras et d'objets avec lesquels il a filmé. Et il y a la liste absolument précise pour chaque séquence, chaque lieu, avec quoi il a filmé. Et ne serait-ce que ça, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que quelqu'un qui filme tout le temps pourrait absolument avoir oublié de dire « mais avec quoi j'ai filmé cette séquence, cette scène ?» Et là, lui, c'est un cinéaste, c'est-à-dire que tout, même le plus petit plan familial et tout, il sait où il a filmé et avec quoi, c'est pas rien. Non, c'est assez étonnant. Et maintenant, la grande question, c'est de savoir ce qu'il va filmer maintenant. Après alors lui, par ailleurs, Shlomi, il a évidemment, c'est pour les films avec sa sœur qu'il est le plus connu. Mais il a réalisé, il a joué et coécrit une série israélienne assez formidable qui a dû être diffusée il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, qui s'appelait Our Boys. C'est une série israélienne, hein, une mini-série, je ne sais plus le nombre exact d'épisodes, une dizaine, je pense, 10 épisodes. Une série absolument remarquable. Vraiment, il a fait un documentaire aussi, que je n'ai pas vu, hélas, qui s'appelle Témoin, je crois, ou Témoignage. Mais oui, je pense que j'attends avec beaucoup d'intérêt la suite. Oui. On attend avec impatience, en tout cas. Cahier Noir, le film divisé en 2 parties est sorti l'année dernière, pardon. Je crois il est accessible en tout cas sur des plateformes de vidéos en direct, et je pense qu'il sera aussi accessible bientôt en DVD si ce n'est déjà fait. En tout cas, c'est un plaisir de revenir sur ce film avec vous, Roland Hélier. Et je rappelle qu'il est auteur et critique de cinéma, qui a publié des articles sur les fiches du cinéma. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.